Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré à la réforme de la contribution AGFIP. Tout au long de la présentation, vous pourrez poser des questions ou les poser à la fin comme vous le souhaitez. Ce webinaire va durer environ une trentaine de minutes et ensuite nous répondrons à vos questions. Alors, en introduction, le gouvernement, depuis 2017, a engagé un travail approfondi et des concertations sur plusieurs priorités, dont l'une qui est destinée à réformer la politique de l'emploi en faveur des personnes en situation de handicap. L'objectif est que les entreprises soient mieux accompagnées dans le recrutement et l'emploi des travailleurs handicapés. Ainsi, plusieurs mesures sur l'obligation d'emploi sont intégrées à la loi Avenir professionnel. On vous propose un sondage. Selon vous, quel est le taux d'emploi des travailleurs handicapés en France? Alors, vous nous répondez effectivement que nous avons 8% qui pensent que le taux d'emploi est égal à 6%, 13% le taux d'emploi serait égal à plus de 6% et vous êtes majoritaire pour dire que le taux d'emploi serait de moins de 6%. Effectivement, aujourd'hui, 3,5% des travailleurs handicapés sont employés en équivalent temps plein, alors que la cible depuis 30 ans est de 6%. La philosophie donc de cette réforme de la contribution de la taxe handicapée est d'inciter davantage au déploiement de l'emploi direct des personnes handicapées. Alors effectivement, au niveau législation, c'est la loi du 5 septembre 2018, dit loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui comporte un volet sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et qui précède, en l'occurrence, à une réforme notable en la matière. Alors, 3 décrets d'application sont parus au journal officiel du 28 mai 2019 qui viennent préciser les évolutions qui sont envisagées à compter de 2020. Le premier décret, lui, est relatif à la mise en œuvre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés par application d'un accord agréé. Alors, il vient préciser les mentions que doit prévoir l'accord agréé d'entreprise, de groupe ou de branche, et également les règles de calcul des sommes qui doivent être consacrées au financement de ces actions, ainsi que les modalités de reversement aux organismes sociaux de ces sommes qui correspondent aux actions non réalisées. Il va définir les modalités de l'agrément, le suivi de la mise en œuvre de ces accords, bien entendu, et les conditions de renouvellement de l'accord. Ça, c'est pour le premier décret. Le second décret est relatif à la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés. Ce texte va procéder à l'harmonisation des règles de calcul des effectifs de l'entreprise pour la détermination de l'obligation d'emploi, avec les dispositions de l'article L130-1 du Code de la sécurité sociale. Ce sont les dispositions qui sont issues de la loi Pacte avec une harmonisation des effectifs. On va prendre l'effectif sécurité sociale et non plus effectif Code du travail. Et ce texte précise les informations qui seront communiquées par l'entreprise dans le cadre de la déclaration annuelle liée à l'obligation d'emploi et la simplification également des modalités de déclaration des employeurs en prévoyant, à partir de 2020, une déclaration par voie dématérialisée via la déclaration sociale nominative. On y reviendra dans le cours de notre présentation pour vous expliquer tout ça. Dernier décret qui est important, c'est le décret qui fixe les modalités de calcul de la contribution au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Ce décret donc fixe le barème de calcul de cette contribution en fonction des effectifs de l'entreprise. Il précise également les modalités de calcul de la déduction qui est relative aux achats de biens et de services auprès des entreprises adaptées, des ESAT, et également auprès des travailleurs indépendants handicapés. Ce texte prévoit également les conditions de la surcontribution des entreprises. La surcontribution existera toujours. Et le texte fixe la liste et les modalités de prise en compte des dépenses déductibles qui sont effectuées par l'employeur. Voilà pour ces 3 décrets qui viennent exposer de manière générale, globale, les modifications initiées par cette loi
pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Alors, comme on le disait au début, effectivement, on a… Alors, excusez-moi, j'ai juste un petit souci pour présenter. Voilà. Alors, comme on le disait tout à l'heure, effectivement, 3,5% des travailleurs handicapés sont employés pour une cible qui serait de 6%. Et l'objectif de la loi est d'inciter les entreprises au déploiement de l'emploi direct. On verra effectivement un changement au niveau de l'emploi des travailleurs handicapés par rapport à ce type d'emploi. Alors, les principales modifications qui sont issues de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Alors, le taux d'emploi sur le modèle global de contribution des employeurs qui a été initié en 1987, celui-ci ne va pas changer. On reste toujours sur un modèle incitatif et la contribution sera toujours versée et calculée par rapport à un écart sur la cible. Plus on sera loin du taux, plus la contribution sera importante et inversement. Pour rappel, le taux actuel de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés est un taux fixe de 6% de l'effectif total des salariés. Le taux sera amené à évoluer. Il sera possible de le réviser tous les 5 ans. Ce sera sur avis consultatif du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Ce taux de 6% s'appliquera donc jusqu'en décembre 2024, date à laquelle il sera actualisé. Alors, ce qui est important, c'est que ce taux ne pourra pas être inférieur à 6%. Il pourra être supérieur, mais le taux minimum, ce sera 6%. Alors, autre changement important, c'est le périmètre de l'obligation d'emploi devient l'entreprise et non plus l'établissement. Alors, c'est une modification substantielle car aujourd'hui, seuls les établissements de plus de 20 salariés réalisent la déclaration. Demain, tous les établissements vont devoir réaliser cette déclaration. Alors, on parlait d'établissements avec une autonomie de gestion. L'autonomie de gestion, c'est effectivement lorsque le responsable de l'établissement a une autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel. Demain, on ne prendra plus en compte les établissements. Toutes les entreprises, donc, y compris celles qui auront moins de 20 salariés, devront établir une déclaration. La notion d'établissement disparaît, puisqu'on est sur un effectif entreprise désormais. Et pour les entreprises qui seront multi-établissements, de moins de 20 salariés, l'effectif d'assujettissement ne portera plus sur chaque structure de plus de 20 salariés, mais on globalisera l'effectif dans son ensemble. Le taux d'emploi donc sera décompté au niveau de l'entreprise et non plus au niveau de l'établissement autonome, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, ce qui est important, c'est que des entreprises qui n'étaient pas soumises à l'obligation d'emploi pourront l'être désormais du fait de la globalisation de l'effectif. Et l'entreprise donc devient l'unité d'assujettissement puisqu'il n'y a plus, l'établissement autonome n'est plus pris en compte pour l'effectif. Alors, une illustration pour que ce soit plus clair pour vous. Avant 2020, prenons l'exemple d'une entreprise qui avait 3 établissements dont un était autonome. L'établissement A était celui qui était autonome, avait un effectif de 30 salariés. L'établissement B avait un effectif de 10 salariés et l'établissement C, 5 salariés. Au niveau de l'état des lieux, donc l'établissement A autonome, donc son effectif d'assujettissement était 30 salariés. Puisqu'il était supérieur à 20 salariés, il devait s'acquitter d'une contribution. Et pour les établissements B et C, le total était de 15 salariés, donc au niveau de l'effectif d'assujettissement. Donc, on avait un effectif inférieur à 20 salariés. Il n'y avait pas de déclaration à faire. Au niveau du calcul de l'effectif pour l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, donc on prenait 30 salariés, l'effectif de A, qu'on multipliait par le taux d'emploi de 6% et l'entreprise devait donc employer 1,8 unités bénéficiaires. Donc ça, c'était avant 2020. À compter de 2020, une entreprise, on prend la même configuration
donc ces 3 établissements. L'état des lieux change puisqu'on additionne les effectifs des 3 établissements, donc on obtient 45 salariés en effectif d'assujettissement. À cet effectif d'assujettissement, on va appliquer le taux de 6% et vous voyez que là, l'entreprise doit embaucher 2,7 unités bénéficiaires, alors qu'avant 2020, on avait 1,8 unités bénéficiaires à embaucher. Donc, vous voyez qu'effectivement, on a quand même une augmentation du nombre des bénéficiaires avec le taux entreprise. Alors, concernant le taux d'emploi, alors actuellement, il y a 2 taux d'emploi. Vous avez l'emploi direct, donc dès lors que vous embauchez directement un travailleur handicapé, et vous avez le taux d'emploi indirect lorsque vous faites appel à des achats auprès des établissements adaptés, auprès des ESAT et des travailleurs indépendants handicapés. En 2020, le changement est que pour le taux d'emploi, ce sera uniquement un taux d'emploi direct. Il concernera uniquement le nombre de travailleurs handicapés employés ou accueillis par l'entreprise sous toutes ses formes, quelle que soit la nature et la durée du contrat. Donc là, effectivement, par le biais de ce taux d'emploi direct, on pourra décompter les unités bénéficiaires. Concernant le décompte des effectifs, aujourd'hui, alors qu'il s'agisse de l'effectif d'assujettissement ou de l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, ce décompte s'effectuera en appliquant les règles de droit commun utilisées comme pour les autres contributions sociales, c'est-à-dire en prenant l'effectif moyen annuel. Aujourd'hui, on regarde l'effectif pour la déclaration au 31 décembre de l'année. Demain, on regardera en effectif moyen annuel, ce qui sera plus équitable pour tenir compte des fluctuations, par exemple, en fonction des saisonnalités de l'activité. Voilà pour le décompte de l'effectif. Ensuite, comment s'acquitter de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés? 2 façons pour s'acquitter de cette obligation. La première, c'est l'emploi direct des travailleurs handicapés, donc le décompte de bénéficiaires de l'obligation. Le nombre de bénéficiaires employés, vous prenez l'effectif d'assujettissement auquel on multipliera le taux de 6% pour connaître le nombre d'unités bénéficiaires que l'entreprise doit employer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les bénéficiaires de l'obligation sont comptabilisés quelle que soit la durée et la nature de leur contrat. Donc, on prendra en compte les contrats à durée déterminée, les contrats à durée indéterminée, les contrats d'alternance, les parcours emploi compétences, les contrats d'intermittent, les contrats de mise à disposition par une entreprise de travail temporaire ou par un groupement d'employeurs, les stages rémunérés ou non et les périodes de mise en situation en milieu professionnel. Alors, information importante par rapport à ce qui a été souvent écrit, contrairement à ce qui a été dit, les recours aux stages et les périodes de mise en situation en milieu professionnel restent limités à hauteur de 2% de l'effectif d'assujettissement. C'est une confirmation de l'AGEFIP parce qu'il a été écrit dans de nombreux articles que cette limite était supprimée. Non, non, elle perdure. Donc, quelle que soit la nature du contrat conclu, tout travailleur handicapé sera comptabilisé au prorata de son temps de travail sur l'année. Donc ça ne change pas. Alors, changement très très important, c'est la suppression du dispositif de minoration. Les entreprises avaient la possibilité de minorer le nombre de bénéficiaires dès lors qu'ils avaient moins de 26 ans, plus de 50 ans, d'appliquer une minoration, la reconnaissance de la lourdeur du handicap, les personnes sortant du secteur protégé et les personnes handicapées de chômage de longue durée. Toutes ces minorations sont supprimées à compter donc du 1er janvier 2020. Et créer une survalorisation des seniors handicapés. Les personnes d'au moins 50 ans seront bénéficiaires d'une survalorisation de 1,5, donc on leur appliquera un coefficient de 1,5 et sont pris en compte les bénéficiaires qui atteignent l'âge de 50 ans au cours de l'année civile. Alors effectivement, vous aviez cette valorisation de 0,5 avant, aujourd'hui elle passe à 1,5 et tout ce qui concerne les minorations sont supprimés.
elles n'existeront plus pour la déclaration afférente à l'année 2020. Alors, concernant les valorisations déductibles, on a vu plus haut que tout ce qui était taux d'emploi indirect change, puisqu'aujourd'hui, à partir de 2020, on ne pourra appliquer qu'un taux d'emploi direct. Donc, tout ce qui concerne les achats auprès des entreprises adaptées, auprès des ESAT et auprès des travailleurs indépendants handicapés, je vous rappelle que ça peut être des professions libérales, des auto-entrepreneurs ou des artisans, sont toujours valorisés, contrairement à ce que certains ont pu croire. Ces achats vont être valorisés autrement, c'est-à-dire qu'ils vont être valorisés en aval en euros et non plus en unités bénéficiaires, comme aujourd'hui, et leur montant viendra en déduction du montant de la contribution. Alors, donc, la sous-traitance reste donc valorisée et la déduction correspond à 30% hors taxe du coût total de la main-d'œuvre des prestations réalisées. Ça, c'est important. L'entreprise va pouvoir déduire de sa contribution 30% des coûts de main-d'œuvre qui sont issus des factures qu'elle devra acquitter auprès de l'entreprise adaptée. On valorise ainsi l'emploi. Ce qui change, c'est l'application d'un taux unique de valorisation de 30% hors taxe du coût total de la main-d'œuvre et des prestations totales réalisées, quelle que soit la nature de la prestation, de l'achat, la taille de l'entreprise cliente. Alors, ces 30% vont vous donner un montant en euros qui pourra être déduit du montant de la contribution avec un plafond. Alors, donc, valorisation en aval en euros et non plus en unité bénéficiaire, déduction du montant de la contribution et un taux unique de valorisation, comme je vous l'ai dit, et le plafond varie en fonction du taux d'emploi direct de l'entreprise. Alors, le recours à la sous-traitance reste incitatif pour les entreprises clientes, avec bien entendu un nouveau mode de valorisation qui est toujours basé sur le coût de la main-d'œuvre. Alors, au niveau du plafonnement, on va avoir deux types de déductions. Le montant de la déduction va tenir compte du taux d'emploi de l'entreprise. Si le taux d'emploi est inférieur à 3%, le montant à déduire sera plafonné à 50% du montant de la contribution qui sera due. Et si le taux d'emploi est supérieur ou égal à 3%, le plafond passe alors à 75%. Donc, vous voyez qu'effectivement, on a toujours une valorisation de la sous-traitance différemment, puisque non plus en unité bénéficiaire, mais en euros, avec ce plafonnement en fonction du taux d'emploi de l'entreprise. Alors, comment s'acquitter de l'obligation d'emploi? Vous avez aussi la possibilité de s'acquitter de l'obligation d'emploi par le biais d'emploi de personnes handicapées avec des aptitudes particulières. Il y a une révision de la liste en cours par les branches professionnelles pour présentation des propositions qui sera faite en juin. Vous avez aussi les dépenses déductibles faites par l'entreprise pour l'emploi de personnes en situation de handicap. Et actuellement, il existe 13 dépenses. Le gouvernement a souhaité recentrer ces dépenses et en 2020, il n'y en aura plus que 3 dépenses. Alors, bien entendu, ces dépenses déductibles restent limitées à 10% de la contribution brute. Concernant les déductions, les dépenses déductibles, quelles sont ces 3 dépenses qui sont recentrées? La première, on en a donc de 3 types. La première concerne les dépenses qui sont relatives aux travaux d'accessibilité des locaux aux personnes handicapées. La seconde va concerner les dépenses qui sont réalisées pour accompagner le maintien dans l'emploi ou la reconversion professionnelle des travailleurs handicapés. La troisième et dernière va concerner toutes les dépenses couvrant les prestations qui sont acquises par l'entreprise auprès de prestataires externes en matière de formation, de sensibilisation des salariés de l'entreprise au handicap et toutes les prestations de type job coaching qui permettent d'accompagner une personne handicapée au moment de sa prise de poste ou pour favoriser son insertion, sa reconversion professionnelle au sein de l'entreprise ou tout simplement son maintien au sein de l'entreprise. Voilà donc les 3 types de dépenses déductibles qui seront applicables à compter de 2020 et toutes celles qui relevaient plutôt de la dizaine qui ne subsistera plus puisque vous ne pourrez plus les appliquer. Vous pourrez les appliquer uniquement pour la déclaration 2019.
Voilà pour ces dépenses déductibles. On a quand même une valorisation de ces dépenses en déduction qui viendront en déduction de la contribution due et on a toujours cette limite, ce plafonnement à 10%. Alors, changement notable également, les accords agréés par l'État seront limités dans le temps. Vous savez qu'une entreprise peut conclure un accord agréé pour être dispensée de la contribution AGFIP, du paiement de la contribution AGFIP. Également des changements, puisque cette possibilité d'être exonéré de contribution via un accord agréé persiste. Donc, cette possibilité n'est pas supprimée, mais elle est revue dans ses modalités, puisque un accord ne pourra être conclu que pour une durée maximale de 3 ans. Il ne pourra l'être plus pour 5 ans et ne sera renouvelable qu'une seule fois pour une durée de 3 ans. Donc, ce qui veut dire qu'un accord ne pourra s'appliquer qu'au maximum pendant une période de 6 ans. Renouvellement compris, pour être exonéré de la contribution. Ce qui est important aussi de noter, c'est qu'aucun nouvel accord d'établissement ne pourra être agréé après le 1er janvier 2020. Quand on parlait de l'effectif d'assujettissement en préambule, je vous disais que l'effectif d'assujettissement était pris au niveau de l'entreprise et non plus au niveau de l'établissement. C'est la raison pour laquelle, demain, donc en 2020, aucune entreprise ne pourra conclure un accord d'établissement agréé, mais ce sera possible uniquement au niveau de l'entreprise et des branches professionnelles. Alors, bien entendu, les accords d'établissement qui sont entrés en vigueur avant le 1er janvier 2020 iront jusqu'à leur terme. Et si une entreprise comprend un ou plusieurs de ces établissements, dès lors qu'on comptabilisera l'effectif d'assujettissement, les effectifs qui relèveront de l'accord agréé seront exclus de l'effectif d'assujettissement. Alors, pour illustration, en 2017 est conclu un accord agréé, donc il va s'appliquer pendant les 3 premières années, donc en 2017, en 2018 et en 2019. Ensuite, sur les 3 années suivantes, 2020, 2021, 2022, on sera sur le renouvellement de 3 ans, et à partir de 2023, l'entreprise ne sera plus couverte par cet accord, et elle devra mettre en place, effectivement, dialoguer avec ses partenaires sociaux pour mettre en place des politiques handicap qui lui permettront effectivement d'engager des actions et qui lui permettront de minorer sa contribution si elle est redevable de contribution. Donc, vous voyez qu'effectivement, on a un changement très important au niveau de la durée de validité des accords, puisque la durée sera maximale de 6 ans. Alors, autre nouveauté, le transfert de gestion. Aujourd'hui, les entreprises adressent leurs déclarations à l'AGFIP et elles payent leurs contributions auprès de l'AGFIP. En 2020, les modalités changent puisque ce ne seront plus les AGFIP qui seront les interlocuteurs, mais ce seront les organismes de sécurité sociale, donc les URSSAF ou les caisses de mutualité sociale agricole en fonction du régime d'assujettissement. Et le recouvrement de la contribution sera également assuré par ces organismes et elles reverseront le montant de la collecte à l'AGFIP. Donc, ce qui veut dire que ce qui est important, c'est que c'est les URSSAF et les caisses de MSA qui procéderont au contrôle des données de la déclaration d'emploi. Alors, le calendrier. Début 2020, donc dernière déclaration à l'AGFIP, donc ce sera la déclaration au titre de l'année 2019. Les entreprises adresseront cette déclaration à l'AGFIP. Début 2020, première déclaration en DSN, c'est-à-dire que dès 2020 et ensuite au fil de l'eau, l'entreprise sera chargée d'identifier les bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés qu'elle emploie ou accueille via son système de paye. Cette information sera transmise automatiquement aux organismes sociaux, ce qui leur permettra de communiquer en fin d'exercice l'effectif de bénéficiaires que l'entreprise emploie. Ce qui est important, c'est que l'année 2020 va être une année charnière, car l'entreprise devra mettre à jour toutes les infos, des informations relatives aux travailleurs handicapés employés, mais qui ne sont pas encore forcément identifiées dans les systèmes de paye ou les systèmes RH.
les éditeurs de paye travaillent avec la GFIP justement pour déterminer l'incrémentation dans la DSN, la création de nouveaux blocs, etc. Il y aura un nouveau cahier des charges de la DSN qui intégrera toutes ces données, qui sera normalement diffusé début 2020 ou dans le courant 2020, de toute façon. Et à compter du 1er janvier 2020, les employeurs, les entreprises n'adresseront plus directement leur déclaration obligatoire d'emploi des personnes handicapées à la GFIP, mais la déclaration sera intégrée à leur déclaration sociale nominative, donc à la DSN. Il y aura, alors, information importante, il y aura toujours une déclaration à réaliser au premier trimestre de l'année N+1 au titre de l'année N. Elle sera simplifiée puisqu'elle sera incrémentée dans la DSN. Vous n'aurez plus le formulaire papier ou la télédéclaration à opérer. Mais voilà, sachez que l'intégration dans la DSN ne dispensera pas l'employeur de faire sa déclaration au mois de mars pour chaque année. Alors, une question, comment fera-t-on pour déclarer nos bénéficiaires intérimaires? Alors, justement, vous anticipez la présentation, puisque je vais vous en parler tout à l'heure, effectivement, dans le cadre des informations qui doivent être transmises par les tiers. Alors, donc, je vous ai mis ici, effectivement, quelques informations, mais très succinctes sur la DSN par rapport au bloc qui existe aujourd'hui, le bloc contrat où vous avez effectivement le temps de travail du salarié, toutes les coordonnées du salarié, le bloc, la rubrique, effectivement, avec le statut de bénéficiaire de l'obligation d'emploi handicapé, le bloc de changement de statut, et à venir, comme je vous le disais, en fonction des avancements des travaux entre les éditeurs de paye et la GFIP, seront amenés à émerger des blocs et champs complémentaires pour intégrer effectivement la future déclaration 2020. Alors, les informations via la DSN. Alors, on a dit que dans le courant de l'année 2020, les entreprises devront indiquer via la DSN différentes informations relatives à leurs bénéficiaires de l'obligation d'emploi handicapé qu'elles accueillent ou qu'elles emploient. Les URSSAF ou les MSA, selon le régime d'assujettissement, devront adresser au plus tard le 31 janvier 2020 à l'entreprise le nombre de bénéficiaires de l'obligation de travailleurs handicapés qu'elle emploie. L'URSSAF pourra adresser le nombre au regard des informations qui auront été transmises tout au long de l'année 2020 par l'entreprise. L'URSSAF communiquera aussi le nombre de salariés, de bénéficiaires de l'obligation d'emploi à employer, l'effectif d'assujettissement qu'elle aura calculé elle-même en fonction des données qui seront transmises par l'entreprise, donc l'entreprise n'aura plus à le faire, et aussi la liste le nombre de salariés ECAP que l'entreprise aura employé. Toutes ces données sont issues de la DSN 2020. Donc, ces informations seront communiquées au plus tard le 31 janvier par les URSSAF ou MSA à l'entreprise pour permettre à l'entreprise de faire sa déclaration. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des informations que les URSSAF ou MSA vont transmettre à l'entreprise. Par contre, il y aura des informations que l'entreprise devra intégrer dans le cadre de sa déclaration que les URSSAF ou les MSA n'en ont pas connaissance. Vous avez aussi tout à l'heure, voilà, par rapport aux entreprises de travail temporaire et aux groupements d'employeurs, elles devront adresser aux entreprises, au plus tard le 31 janvier 2021, une attestation annuelle qui comportera le nombre de travailleurs handicapés intérimaires accueillis dans l'entreprise ou mis à disposition dans le cadre d'un groupement d'employeurs. Donc, c'était pour répondre à la question. Voilà, effectivement, ce sera à vous, entreprise, de communiquer ces informations via votre déclaration d'obligation de travailleurs handicapés. Et au préalable, vous aurez reçu cette information de votre entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs au plus tard le 31 janvier 2021. Et bien entendu, les effectifs ne seront plus comptabilisés dans l'effectif d'assujettissement de l'entreprise de travail temporaire, puisqu'ils seront à décompter comme unité bénéficiaire dans l'entreprise utilisatrice.
Alors, une chose qui est importante aussi, c'est que dans ces attestations, on indiquera non seulement le nombre de travailleurs handicapés mis à disposition dans l'entreprise, mais ils intégreront également dans leur calcul le coefficient de 1,5 correspondant aux salariés handicapés seniors, donc âgés de 50 ans. Vous n'aurez pas à le faire vous-même, ce sera automatiquement fait, que ce soit par l'entreprise intérimaire ou par les URSSAF. Les URSSAF valoriseront les 1,5%, les 1,5 de coefficient pour les seniors et ce sera fait de manière automatique, et ce sera intégré dans les données qui seront communiquées par les URSSAF. Il n'y aura pas de calcul spécifique à opérer. Important de le noter. Alors, concernant les prestataires, ce sont effectivement les entreprises adaptées, les ESAT ou les travailleurs indépendants handicapés. Alors, vous vous rappelez que c'est la loi Macron qui a étendu la faculté de conclure de tels contrats avec les travailleurs handicapés indépendants pour leur permettre effectivement d'être employés. Alors, donc, cette information sera transmise au plus tard le 31 janvier 2021 par le biais d'une attestation. Et dans cette attestation sera indiqué le montant du prix hors taxe des fournitures, les travaux ou prestations qui figureront au contrat qui seront réglés par l'entreprise au cours de l'année considérée, le montant de la différence entre ce prix hors taxe et les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, etc. et le montant de la déduction avant plafonnement. Alors, concernant le calcul de la contribution, donc ça ne change pas. Pour chaque travailleur handicapé que l'employeur aurait dû employer, la taxe AGFiP s'élève à 400 fois le salaire horaire minimum de croissance brute pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés. Pour 2019, le montant est 4 019 € que vous multipliez par le nombre d'unités bénéficiaires manquantes. Idem pour les entreprises de 250 à moins de 750 salariés. Le montant est de 5 015 € qu'on multiplie par 500 fois le nombre d'unités bénéficiaires manquantes. Et pour les entreprises de plus de 750 salariés, on a donc un coefficient de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance, qui est équivalent à 6 018 € en 2019, qu'on multipliera par le nombre d'unités manquantes. Donc l'effectif d'unités bénéficiaires manquantes donc, est multiplié par un barème de contribution. Ça ne change pas, c'est toujours d'actualité. Alors, autre chose, la surcontribution. Donc la surcontribution ne disparaît pas. Elle est toujours en vigueur. Donc, elle concerne les employeurs qui n'auraient employé aucun travailleur handicapé bénéficiaire de l'obligation d'emploi ou qui n'auraient pas conclu de contrat de fourniture, de sous-traitance ou de service ou qui n'ont pas conclu d'accord agréé pendant une période supérieure à 3 ans. Et le montant de la contribution qui sera due, elle est fixée à 1500 fois le salaire horaire minimum de croissance, quel que soit le nombre de salariés employés. Et cela on multiplie ce coefficient par le nombre d'unités bénéficiaires manquantes. Et vous voyez que le montant est de 15 045 € en 2019. Donc, c'est un montant non négligeable. Alors, concernant toujours cette surcontribution, en application de la loi Pacte, les entreprises ont 5 ans pour respecter leur obligation d'emploi à partir du moment où elles franchissent le seuil de 20 salariés, ou avant, c'était 3 ans. Alors, la loi Pacte a supprimé le seuil de 20 salariés, mais à l'exception de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, qui, lui, reste fixé à un seuil de 20 salariés. Pour cette obligation d'emploi, on reste à 20 salariés. Alors, autre information importante, si au-delà des 5 ans, après vérification de leur effort pour l'emploi des travailleurs handicapés, soit par l'emploi direct, soit en passant par des contrats avec les secteurs adaptés et protégés, et si dans les deux champs, donc l'emploi direct ou la sous-traitance, aucun effort n'a été fait par l'entreprise, elle sera redevable de la surcontribution. Alors attention, les efforts de l'entreprise seront regardés au niveau de tous les établissements, donc puisqu'on est sur effectif entreprise. On a donc aussi une harmonisation des seuils d'effectifs puisque la loi Pacte harmonise les règles de calcul des seuils d'effectifs entre les différentes législations, ce que je vous disais en préambule, entre le Code du travail et le Code de sécurité sociale.
Et avec ce niveau dispositif, la référence en la matière est désormais constituée par les dispositions du Code de sécurité sociale. Donc, c'est l'article L130-1 du Code de sécurité sociale qui s'applique. On va calculer l'effectif, on calcule au niveau de l'entreprise tous établissements confondus, et l'effectif salarié annuel de l'entreprise correspond à la moyenne du nombre de personnes qui sont employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. On ne prend pas en compte l'effectif au 31 décembre de l'année, c'est fini. Alors, cette surcontribution, alors maintenant, comment sera calculée la contribution à partir de 2021? Alors, on va prendre l'effectif annuel moyen de l'entreprise, donc qui sera communiqué par les URSSAF, les salariés bénéficiaires de cette obligation, employés ou à employés. Alors, on prendra en compte les ECAP. Alors, toutes ces informations seront communiquées par les URSSAF ou les MSA via l'attestation annuelle. Les salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi intérimaire ou mis à disposition également, qui seront communiqués à l'entreprise par une attestation qui sera adressée au plus tard au 31 janvier. Donc, vous allez avoir une contribution brute avant déduction et vous allez ensuite appliquer les déductions. Les déductions, donc ça concerne les achats qui sont effectués auprès des entreprises adaptées, les ESAT et les travailleurs indépendants, ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez les dépenses déductibles, donc les 3 dépenses qui se appliqueront désormais, donc toujours dans la limite d'un plafonnement de 10%. Et ensuite, on va trouver le montant de la contribution nette après les déductions. Et cette réforme accompagne justement les entreprises puisque dès lors qu'on prend comme unité d'assujettissement l'entreprise, il va y avoir des changements puisque certaines entreprises qui avaient des établissements qui n'étaient pas concernés vont l'être demain. Donc, la loi a prévu une période transitoire pour accompagner les entreprises. Et surtout pour encadrer l'augmentation de la contribution, puisqu'on aura une période transitoire de 5 années qui va courir de 2020 à 2024 pour accompagner les entreprises sur cette contribution. Alors, il va y avoir un écrêtement de l'augmentation, c'est-à-dire que si les entreprises sont confrontées à une augmentation de leur contribution en fonction des nouvelles règles applicables, elles ne vont pas payer la totalité de cette augmentation, mais seulement une partie. L'objectif est de laisser le temps aux entreprises de mettre en place de nouvelles politiques d'emploi des travailleurs handicapés. Alors, comment va se passer cette période transitoire? Début 2021, au moment de la déclaration au titre de l'année 2020, on va comparer le montant de la contribution due au titre de 2020 avec le montant de la contribution sur l'année précédente, soit en début 2020 au titre de l'année 2019. Et ce, sur l'ensemble du périmètre de l'entreprise, puisque en 2020, la déclaration 2020 sera faite sur l'effectif global de l'entreprise. Donc, pour comparer ce qui a été fait l'année précédente, vous devez prendre les mêmes paramètres. Donc, ce sera également la déclaration 2019, mais qu'on va prendre en compte sur l'ensemble du périmètre de l'entreprise. Donc, il va y avoir une comparaison des deux. Et si la contribution due au titre de 2020 est supérieure à celle acquittée en 2019, mais je vous le rappelle qu'il faut comparer sur le périmètre entier de l'entreprise, il va y avoir une limitation de l'augmentation avec une application de taux d'abattement qui seront différents par tranche de hausse. Ça rappelle un peu le système fiscal. Alors, les taux d'abattement. La première tranche, jusqu'à 10 000 €, vous aurez un taux d'abattement de 30% qui sera appliqué. La seconde tranche, donc au-delà de 10 000 € et jusqu'à 100 000 €, on appliquera un abattement de 50%. Au-delà de 100 000 €, on appliquera un abattement de 70%. Alors, à titre d'illustration, la contribution 2019 était de 15 000 €.
ma contribution 2020 passe à 35 000 euros. Donc, j'ai donc une hausse de 20 000 euros en comparant plutôt 2020 par rapport à 2019. Donc, ce qui veut dire que ma première tranche, donc 10 000 euros, je vais lui appliquer mon taux d'abattement de 30%, ce qui va être égal à 3 000 euros. Ma deuxième tranche qui va de 10 000 à 100 000, donc moi j'ai 10 000 euros, je vais lui appliquer le taux d'abattement de 50% et je vais avoir un abattement de 5 000 euros. Je vais prendre ma contribution, donc mes 35 000 euros que je devrais payer, moins les 8 000 euros d'abattement, et je vais devoir m'acquitter d'une contribution de 27 000 euros au lieu de 35 000 euros. Ce qui est important, l'abattement ne concerne que le gap entre la contribution de l'année précédente par rapport à la contribution de l'année N. Donc, faites bien attention, il ne faut pas calculer l'abattement sur l'intégralité de la contribution, mais seulement sur l'écart. Donc, à compter de 2021, on aura un taux unique d'abattement en cas de hausse de la contribution. Donc, il n'y aura plus de système de tranche. 2021, le taux d'abattement sera de 80%. 2022, 75%. 2023, 66%. Et 2024, 50%. À compter de 2025, on sera en fin de période transitoire, donc il n'y aura plus d'abattement applicable. Et là, c'est à ce moment-là que les entreprises devront mettre en œuvre une politique handicap dans leur entreprise pour justement faire en sorte que le montant de la contribution ne soit pas aussi important que les années précédentes, puisqu'il n'y aura plus d'abattement possible. Voilà pour les principales modifications apportées par cette loi concernant le calcul de la contribution AGFIP. Ce que je vous propose aussi, c'est de voir la nouveauté qui est aussi initiée dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. C'est la désignation d'un référent handicap. Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises de plus de 250 salariés doivent désigner un référent handicap dans leur entreprise. Alors, ces référents handicap sont chargés d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en situation de handicap. La nouveauté, vous aviez le référent contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Vous avez également le référent handicap pour les entreprises de plus de 250 salariés. Pour terminer, nous pouvons vous accompagner sur le sujet du handicap, notamment par le biais de 6 axes, dans le cadre du contrôle de votre déclaration, notamment, ce qui est important, et pour identifier les unités bénéficiaires, appliquer les minorations jusqu'à la déclaration 2019. Après, ce ne sera plus possible, ce sera une valorisation des seniors pour 2020. On vous accompagne aussi dans le cadre de l'organisation de votre politique handicap, dans le cadre aussi des actions de sensibilisation auprès des salariés de votre entreprise, également dans le cadre des formations et des actions de sensibilisation auprès de vos salariés, dans la communication également, et aussi dans l'accompagnement par une plateforme dématérialisée. Voilà pour cette présentation. Donc, alors, au niveau du timing, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va reprendre vos questions et puis des réponses vous seront apportées par email d'ici dans le courant de la semaine, si vous voulez bien. Merci pour votre présence et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les faire remonter et puis nous y répondrons bien volontiers. Bonne journée à tous. Au revoir.